Bonjour à toutes et à tous. Je voyais quelques regards qui parcouraient les murs de cette pièce qui est chargée d'histoire et de la présence de Georges Clemenceau. C'est très émouvant d'être ici et d'y parler, c'est encore plus émouvant. Puisqu'on parle de ceux qui ont disparu et qui ont été bénéfiques, je dédierai ma causerie à Marcel Wormser, qui était le président de la Société des Amis, qui m'a accueilli parmi les amis de Georges Clemenceau, et à Michel Simon, qui nous a quittés il n'y a que quelques jours, et qui m'a, lui, donné envie de cinéma, définitivement. Voilà. Le président, quel président, au singulier ou au pluriel, nous allons le voir, qui inspire le film d'Henri Verneuil, scénarisé avec Michel Audiard, par Henri Verneuil et Michel Audiard, et qui en signe, Michel Audiard, les dialogues. D'abord, on va regarder un peu le contexte historique du film. La période politique est chargée pour la France au moment où le film se construit, se fait, et où il sort. Il y a la guerre d'Algérie qui commence, aucun écho dans le film de la guerre d'Algérie. L'effondrement de la 4e République, crise du régime, le retour au pouvoir du général de Gaulle, la 5e République et l'instauration d'un régime présidentiel, ce qui fait résonner le terme de président autrement, le changement d'organisation européenne, 1957, le traité de Rome, 58, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, se transforme en CEE, que nous connaissons aujourd'hui. Ça fait beaucoup pour entourer ce film, et c'est ce qui explique sans doute que ce film est un des rares films de cinéma à pouvoir dire qu'il porte une forme de politique fiction dans le cinéma français, ce qui est très rare. Et donc, cette situation politique très très prégnante pour la France amène les producteurs et amène Henri Verneuil à choisir un sujet qui permette aussi, comme le cinéma est un art industriel, à saisir un certain public par rapport à une actualité. En le faisant sur des questions politiques, c'est une nouveauté dans le cinéma français, beaucoup plus présent dans le cinéma américain que de traiter une action politique immédiate. La naissance de la nouvelle vague et du film d'auteur se fait concomitamment. Qui n'aimera pas trop Henri Verneuil, ni Jean Gabin, ni Michel Audiard. Je pense que c'est assez dur dans l'ensemble, même si on a trace d'une volonté d'adaptation de Simenon par Jean-Luc Godard. Voilà. Mais ça ne s'est pas fait. Michel Audiard, de 1958 à 1963, en 6 ans, aura pris en charge tous les genres abordés par Georges Simenon. Le genre policier, alors on peut citer Maigret tend un piège en 58, Maigret et l'affaire Saint-Fac en 59 pour Jean Delannoy, déjà avec Jean Gabin. Le genre qui s'appelle généralement autour de Simenon les romans durs. Les romans durs, ça va être Le Président, justement, d'Henri Verneuil en 61, et puis juste avant, en 56, Le sang à la tête, d'après le fils Cardinaux, par Gilles Grangier. Et donc là encore, on est avec Jean Gabin. Et puis les nouvelles, donc Le Baron de l'Écluse, ça sera avec Jean Gabin, pour Jean Delannoy encore, et puis Le Bateau d'Émile en 62, mais ça sans Gabin, par Denis de la Patelière. Et donc voilà ce qui nous amène à voir que Michel Audiard aura beaucoup travaillé avec Jean Gabin. Ils se sont rencontrés autour du film Gasoil en 55. C'était leur première collaboration. Et Audiard, en très peu de temps, va devenir le premier de sa génération en tant que scénariste et dialoguiste, prenant la place de Jean Orange et de Henri Janson, rien que ça. C'est déjà beaucoup. Et puis, Michel Audiard est celui qui a le plus adapté Georges Simenon de tous les scénaristes français. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'il y a une proximité avec tous les genres de Simenon et une proximité qu'on pourrait développer, c'est pas l'objet, mais de mode de pensée, même si on a deux approches très différentes, l'une pour le cinéma, l'autre pour le roman. On y reviendra. On va écouter un petit moment de ce texte de Michel Audiard. On va commencer en fanfare par une des répliques les plus connues, je crois, du film. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Bien, tout est dit. L'art de la saillie est là présent, la faconde est là aussi. C'est sans doute des éléments qui expliquent, vous avez vu la stature de Jean Gabin, sa moustache et la façon de s'exprimer, que les internautes ont passé et repassé ce genre de séquence du film Le Président 731 216 fois depuis 2014. Le discours à l'Assemblée, c'est vraiment ce qui marque ce film. Pourtant, ce discours n'existe pas dans le roman éponyme Le Président de Georges Simenon. Ça n'est absolument pas présent. Et on expliquera peut-être un moment ou un autre pourquoi en répondant à vos questions. Un par un, chaque élu en prend pour son grade, terrassé par un humour assassin de l'orateur qui est servi par le verbe d'Audiard, dans la fameuse scène qui donc n'existe pas dans le roman éponyme. Et ça évoque l'union douanière d'une nouvelle Europe. Voilà. Ça n'est absolument pas présent dans le roman de Simenon. Le roman national qui a installé Clémenceau durablement dans les figures du tigre, du père la victoire ou du tombeur de ministère est là présent, il plane sur de toute façon toute forme de président qui pourrait apparaître, et d'un président qui a de nouveau plus de pouvoir que de seulement inaugurer les chrysanthèmes par rapport au président du Conseil, eh bien Clémenceau est là sous-jacent. L'homme d'État, Clémenceau, est décédé en 1929. Il est devenu un objet patrimonial dans l'imaginaire politique, dans l'imaginaire scolaire, dans l'imaginaire populaire français. Le cinéma s'inspire beaucoup de la pensée historique scolaire, qui n'est pas forcément la plus évoluée du point de vue historique, mais qui permet de raconter le roman national. Donc le cinéma est rarement le lieu où on apprend l'histoire, on apprend une partie de l'histoire, en tout cas une partie qui permet de se référer, de trouver des références historiques. Elles sont plus ou moins vraies. Clémenceau, de ce fait, incarne surtout des vertus à ce moment précis. Il est réduit à ses vertus d'intégrité, de capacité à faire face, de perdre la victoire par rapport à des événements précis. Et il devient même souvent une forme d'allégorie de la République, et ce qui finit par le cacher. L'homme d'action disparaît derrière ces images, ces représentations, ces images d'Épinal, et on méconnaît finalement en partie l'homme de culture et d'autres choses. Je vous renvoie aux écrits de Sylvie Brodziak en particulier sur ce sujet. À la réception du film en 61, le public retrouve donc sur cet écran les questions que l'ensemble de la société se pose. Qu'est-ce qu'un président de la République? Car c'est un nouveau type de président dans un régime présidentiel. Comment est-il élu? Au suffrage universel, ce n'était pas le cas précédemment. Il était désigné en tant que président du Conseil par les deux chambres. Le nouvel espace économique, la CEE qui apparaît, est-il organisé par la politique ou selon les intérêts économiques? Question majeure, puisqu'on vient de l'acier, les maîtres des forges, un certain nombre de choses. On aboutit à autre chose, une autre volonté après la Seconde Guerre mondiale d'organisation européenne qui cherche aussi à construire la paix. Et donc, ces questions sont là sous-jacentes dans la population. Pour y répondre, on a donc une grande chance de tomber sur Georges Clémenceau et confusément de le superposer au général de Gaulle dans l'imaginaire collectif, parce qu'ils prennent à ce moment précis des statures qui sont comparables dans l'imaginaire français. Ils sont tous les deux des chefs de guerre qui ont gagné une guerre, la première pour Clémenceau, la Seconde Guerre mondiale pour le général de Gaulle, et ils ont tous les deux d'abord été évincés de la présidence de la République, parce que bien évidemment, quand les gens sont des héros, ils dérangent tous ceux qui voudraient accéder au poste et qui ne l'ont pas été. C'est une réflexion personnelle, mais je la garde. Et donc, en tout cas, on voit qu'il y a une similitude et une capacité de faire comme ça collusion entre ces deux images. Vous savez bien que la mémoire, et en particulier au cinéma, on se projette, et la mémoire ne connaît pas forcément de chronologie, et souvent, quand les choses se réveillent dans l'émotion, elles se superposent, et on a des fois des impressions de déjà-vu, par exemple. Et le cinéma joue aussi sur ces choses-là.
On ne peut pas suspecter par contre Henri Verneuil de mentir quand il nous dit qu'il n'a pas particulièrement pensé à la figure charismatique de la République qu'est devenue Clémenceau pour son personnage. Verneuil veut hybrider un président. Il veut travailler sur cet espace de confusion entre différentes personnalités pour donner à son film le plus large public possible. Et traiter non pas d'un président, mais d'une certaine façon de se représenter le président. Le cinéma est un art, comme je le disais tout à l'heure, populaire, industriel, ce qui n'est pas une insulte, c'est l'origine de sa naissance et de son fonctionnement. Il doit trouver un public pour pouvoir vivre tout simplement de cet art. Il va donc avoir besoin de surfer sur cette actualité vibrante, la crise de régime, un homme providentiel qui pourrait apparaître, un nouveau type donc de président à la clé, avec un nouveau mode d'élection, la CE naissante, beaucoup de changements, donc beaucoup d'inquiétudes et de questionnements. Au lieu de conforter l'hypothèse Clémenceau, Verneuil va donc plutôt préférer se défendre de cette référence unique. Au fil des interviews, il va répondre, et on note ses réponses. Notre président n'a jamais existé, c'est une œuvre d'imagination, uniquement d'imagination, il n'y a aucune reconstitution, c'est un personnage fabriqué. Gabin et Clémenceau. Pourquoi Gabin est si fortement lié à cette image de Clémenceau? Sa stature, sa moustache, certains effets vestimentaires sans doute. Mais Gabin a 15 ans en 1919, quand Clémenceau se bat de toutes ses forces pour faire aboutir le traité de Versailles, un traité rapidement applicable, de nouvelles frontières de l'Europe qui soit tenable pour la France. On sait l'attachement de Clémenceau, non pas à un traité de Versailles revanchard, mais à un vrai traité de Versailles qui permet à la France d'éviter de retomber dans les mêmes combats. On voit alors Clémenceau partout à cette époque, quand Gabin a 15 ans, dans tous les journaux et au cinéma, puisque le cinéma a été enrôlé comme cinéma de guerre, et en particulier les actualités, la censure existe, on ne peut plus voir le cinéma à l'arrière, le cinéma sert pour la propagande de guerre et pour que la population adhère à la guerre. Et donc dans les actualités, depuis 1914, on voit Clémenceau partout au cinéma. Et Gabin va au cinéma. Ça lui plaît, le cinéma. Gabin a 16 ans quand Clémenceau se retire de la vie politique, 25 quand Clémenceau meurt. C'est le moment où un homme se forme, y compris aux idées. Est-il impossible que l'ado Gabin, l'homme Gabin, le second maître Jean Moncorgé, dit Gabin, engagé dans le régiment blindé de fusiliers marins, le RBFM, au sein des forces françaises libres, en quittant les États-Unis, la piscine et une grande actrice, Marlène Dietrich, ce qui prouve qu'il était vraiment engagé, n'ait pas été imprégné comme nombre de ses compatriotes par le Père la Victoire qu'invoque le général de Gaulle lors de son discours du 11 novembre 1941 depuis Londres. Il parlera de Clovis, de Jeanne d'Arc et de Georges Clemenceau. Gabin a passé aussi une partie de la Seconde Guerre mondiale aux USA, que Clemenceau avant-guerre a fait une tournée triomphale qui est restée dans les mémoires. Je vous invite à regarder sur les archives de la BBC, c'est vraiment une vraie tournée triomphale que Clemenceau a fait. Michel Audiard et Clemenceau. Michel Audiard écrit dans Audiard par Audiard, et c'est page 176 si vous voulez aller le vérifier, j'ai élaboré le personnage du président à partir de Clemenceau. Donc là, il avoue clairement que c'est sa figure de référence. Gabin avait une certaine admiration pour Clemenceau, admiration que je ne partageais qu'à moitié d'ailleurs. Et j'avoue que c'était un bon tremplin. Au départ, nous cherchions un modèle d'homme politique intègre. Il faut bien avouer que quand on les passe en revue, il n'y en a pas des quantités. Clemenceau était un type méchant, féroce même, mais d'une intégrité effarante. Effarante entre guillemets, et c'est vraiment l'expression qu'emploie Michel Audiard. Ça l'étonne encore. C'est comme donc De Gaulle, ajoute-t-il, on peut en dire tout ce qu'on veut, mais il n'est pas mort riche. Je trouve d'ailleurs que c'est tout ce qu'il y a à en dire, mais c'est une opinion personnelle. On voit bien que Michel Audiard n'est pas totalement adhérent à l'image de Clemenceau, pas non plus à celle du général de Gaulle, il va être plutôt anti-gaulliste dans sa vie. En tout cas, il est, je crois, assez souvent anti-tout. Et il fait partie, comme il le dit lui-même, et Gabin,
de ces hommes plutôt tentés d'être à gauche, que la gauche a suffisamment déçu pour qu'ils se sentent un peu plus à droite. On pourrait gloser plus longtemps sur ça, mais c'est pas l'objet. Mais on le fera peut-être tout à l'heure. Il emprunte dans Le silence de Clémenceau, page 32-33 de Jean Martet, une boutade sur un revolver qui est posé sur sa cheminée, la cheminée de Georges Clémenceau, pour éliminer, et Clémenceau lui dit que c'est pour éliminer les personnes qui seraient devant sa voiture, surtout si c'est un gendarme. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pourrez le lire en entier, je l'ai ici, hein, ça serait un peu long de vous le lire. Et dans ces 2 pages, on prête à Clémenceau d'avoir dit « Je suis un mélange d'anarchiste et de conservateur dans des proportions qui restent à déterminer ». Michel Audiard et Jean Gabin en font l'alpha et un peu l'oméga de Georges Clémenceau. Vous voyez bien que si on remet dans son contexte, Georges Clémenceau est en train de plaisanter avec Jean Martet. Il ne se définit pas de cette façon. Voilà. C'est très très réducteur de le penser ainsi. Voilà. Mais il faut bien que le cinéma fasse son travail. Le cadre constitutionnel du film est celui d'avant 1958. Le président de la République a encore un rôle symbolique. Il propose un président du Conseil comme chef de gouvernement aux 2 chambres, qu'il accepte ou pas. Émile Beaufort, le personnage que joue Jean Gabin, le président, vit pourtant comme s'il était contemporain du tournage dans le film. Quand vous regardez le film, vous voyez bien que les véhicules, les costumes, les journalistes, Claude Dargel et Onze Zitrone, jouent leur propre rôle, ce qui nous situe en 1960. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Il y a collusion de temporalité. Émile Beaufort entend à la radio son ex-directeur de cabinet, Chalamon, qui est joué par Bernard Blier, se présenter à la présidence du Conseil. Coupable d'un délit d'initié au profit de son beau-père banquier faisant perdre 3 milliards à la France, Chalamon est l'opposé de Beaufort dans le passé et dans le présent du film. La corruption va donc pouvoir s'opposer à la vertu, et dès lors le film alterne des scènes de la retraite d'Émile Beaufort avec des flashbacks illustrant ce combat. Et bien évidemment, tout ça n'est pas chronologique. Tout ça se superpose en se moquant du tiers comme du quart de la chronologie historique. On est dans ce qu'on appelle une uchronie. C'est un film uchronique. L'uchronie, c'est le récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique. Voilà. On invente, on fait un peu d'improvisation, comme dans le jazz, à partir du thème. Mais on n'est pas forcément dans le thème, exactement, ni dans la vérité historique. Ce n'est pas ça qui est important. Dans un second flashback, les périodes se mélangent. Dans le second flashback, Émile Beaufort se moque à l'Assemblée de Chalamon, qui a 10 ans à Verdun. Les journalistes déclarent que Chalamon a 38 ans. Nous voici donc, si on calcule, en 1944. Adieu les années 60. Par ailleurs, la toile de fond des flashbacks est constituée par les années 30. Le président dicte ses mémoires. Il dit au lendemain des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes. Il évoque donc la manifestation de l'extrême droite du 6 février 1934, qui dégénère en émeute. Le président du Conseil n'est pas Georges Clémenceau, c'est Édouard Daladier. La dissolution des ligues fascistes a lieu de février à juin 1936. Dans un autre flashback, autre temps encore, le flashback du Conseil sur la dévaluation fait dire au ministre des Finances de Beaufort « La plupart des grands pays du monde, l'Angleterre, l'Amérique, le Japon, la Suède, l'Autriche ont dévalué leur monnaie. » Est ici convoquée la Grande Dépression par suite du crash de 1929. Donc on saute d'une époque à l'autre, on n'est pas vraiment dans la chronologie. Les pays dévaluent et la France seulement le fait en 1936 sous le Front populaire. Le président du Conseil est, vous le savez, Léon Blum, contraint de démissionner. Dans le film, Émile Beaufort déclare dans la fiction avoir eu les pleins pouvoirs lors de la crise. Vous voyez bien que l'Uchronie, le terme se justifie par le fait même de ces éléments qu'on relève dans le film. Un autre extrait sur l'Europe. L'Europe n'est donc pas présent dans le livre de Simenon. Dans le livre de Simenon, le président est crépusculaire, le président va mourir, le président va renoncer à mettre la vertu. Il va détruire ses papiers et laisser Chalamon réussir. Dans le film, qui là traite de l'actualité qui est plutôt le renouveau de la 4e République dans la 5e République, on est dans un nouvel essor, dans quelque chose qui apporte un certain espoir et un certain esprit de construction.
Et donc, on n'est pas dans la vision crépusculaire de la France crépusculaire qui sombre, et avec ce président qui disparaît et renonce à la vertu. Ce qui compte beaucoup. Et là, comme l'Europe est question centrale, elle intervient alors qu'elle n'est pas dans le roman de Simenon. Le roman de Simenon est totalement tordu. Simenon s'en moquait, hein. Il signait pour le chèque de l'adaptation, et à condition que l'interprète qui allait jouer le personnage qu'il avait écrit principal soit le bon. Sinon, il ne signait pas. Donc, il fallait qu'il ait le bon interprète, la bonne vedette et, de son choix, et qu'on le paye décemment. Après, il ne regardait jamais les films qui adaptaient ses romans. Il s'en moquait un peu, ça ne changeait pas grand-chose à la vente de ses livres de toute façon. J'ai vu la police charger des grévistes, je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Voilà. Ça nous situe Émile Beaufort. Émile Beaufort, visiblement, est plutôt un homme qui est situé sur la gauche de l'échiquier politique. Il est plutôt attaché à une forme de vision sociale de la société, ce qui n'est pas le cas de Chalamont. Et qui nous le rapproche un peu de Georges Clemenceau, qui était plutôt proche des radicaux socialistes, et un homme qui a beaucoup fait pour la vie sociale de notre pays en faisant voter de nombreuses lois sociales à de nombreux moments. Outre les moments qui lui sont le plus souvent reprochés, qu'il reconnaît lui-même comme étant ses crimes, qui sont des répressions de mouvements ouvriers, qu'il n'a pas forcément ordonné. Je vous renvoie au travail de Michel Vinocq pour montrer les raisons de tout cela. Le flashback où le temps de la construction européenne se superpose aussi, c'est devant la Chambre des députés, le président défend l'Union douanière européenne, préfigurant une fédération des États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe, c'est la conception hugolienne, c'est Victor Hugo. Chalamont l'accuse d'épouser les rêves de pacifisme périmés de Genève et de Locarno, autant de capitulations qui ont amené la France dans l'impasse où elle se trouve. Il évoque la Société des Nations entre 1924 et 1925 et son accord entre États européens, Allemagne comprise. C'est donc Aristide Briand qui est l'artisan du rapprochement avec l'Allemagne, y compris pendant une partie de la guerre 14-18. Heureusement, Georges Clemenceau ne l'a pas su, sinon Aristide Briand ne serait jamais devenu un jour président de quoi que ce soit. Mais il avait cette prescience, Aristide Briand, qu'il fallait se rapprocher pour la suite. Voilà. Je dis ça pour la petite histoire, simplement. Parce qu'Aristide Briand n'a pas toujours été très aimable avec Georges Clemenceau pour l'évincer après. Et c'est donc une Union européenne économique dans les années 20 qui est convoquée. Lorsqu'Émile Beaufort dit à sa secrétaire « Tenez, envoyez donc la photo où je suis au gala des petits lits blancs avec le président Doumergue et les Dolly Sisters », il s'agit encore d'Aristide Briand, puisque celui-ci fut à plusieurs reprises chef du gouvernement sous la présidence de Gaston Doumergue. Donc là, on peut dater à chaque fois, quand on s'arrête et qu'on cherche, on trouve les différentes figures de présidents qui sont évoquées et convoquées. Et on voit la méthode de construction du scénario qui est faite d'un collage de citations, d'éléments qui constituent une France fictive et une histoire de France fictive qui correspond aux propos du film au travers de ce personnage de président fictif. Bon, bien évidemment, autour de l'intégrité en politique, on retrouve ce trait de figure qui nous ramène à Clemenceau et de façon sous-jacente au général de Gaulle. Les gouvernements qui nous ont précédés ont conduit le pays à la paralysie économique. On est à un endroit précis, hein. On est là où là où Jean Gabin préside le Conseil à ce moment-là. Ah, il ne veut pas le redonner. On va lui faire raconter. Les gouvernements qui nous ont précédés ont conduit le pays à la paralysie économique,
sous prétexte de respecter une orthodoxie financière à laquelle le grand capital est fortement attaché. Parfois avec d'excellentes raisons. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas confiance à des financiers en matière de finances. L'ennui, c'est que leur intérêt ne coïncide pratiquement jamais avec ceux du pays. Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve qu'un homme intelligent peut dire des bêtises. En ce cas, Et donc, on voit le caractère d'Émile Beaufort s'exprimer en tant que président du Conseil. Il est entouré de gens très compétents, mais quand il faut faire tomber une sentence assez difficile à entendre, bah, il le fait entendre. Voilà. Et on voit bien quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que les intérêts particuliers, les intérêts privés, sont susceptibles d'être convergents toujours avec les intérêts du pays et l'intérêt général. C'est une grande question, elle existe, je pense, depuis que des gouvernements existent, et donc depuis l'Antiquité. Mais c'est un enjeu constant. Écoute. On est donc face à un collage surréaliste de citations historiques. Émile Beaufort dénonce les conflits d'intérêts de certains parlementaires en rupture avec leurs convictions, comme on l'a vu, il y a des patrons de gauche. Il va reproduire le propos de Georges Clemenceau lors de la constitution du gouvernement Rouvier en 1905. Ça veut dire que le temps, là aussi, est vraiment télescopé. Ce n'est pas un ministère, c'est un véritable conseil d'administration. Mais c'est à Édouard Daladier qu'il emprunte après le slogan des 200 familles, qui est lancé, lui, par Daladier lors du congrès radical à Nantes en 1934. Donc vous voyez la méthode Audiard avec Verneuil, c'est d'aller chercher des éléments qui sont connus du public, des phrases qui sont connues du public, et de les faire s'entrechoquer pour raconter une histoire. Il y a du connu dans l'inconnu. On ne peut pas dire que le public est en général féru de politique au point de bien connaître l'histoire politique dans le détail. Par contre, il y a des traits saillants, et quand on les mélange, on met du connu dans l'inconnu et on rend crédible l'histoire. Il s'agit de rendre crédible l'histoire. En contrepoint du discours de Chalamon, on voit l'euroscepticisme. Il est évoqué la signature des traités de Rome, qui a lieu en 1957. Ça me fait revenir dans l'actualité d'un seul coup, et où Audiard construit le discours en contrepoint du personnage de Chalamon en condensant tous les principes eurosceptiques et souverainistes qui est surtout conçu par Édouard Herriot à cette époque. Il va beaucoup chercher. Édouard Herriot, dont je ne l'ai pas écrit parce que je ne voudrais pas laisser de traces, qui disait de la politique c'est comme l'andouillette, ça doit sentir la merde, mais pas trop. Voilà, donc ça fait partie des citations que Audiard réutilisera ailleurs. Le film donc s'éloigne du roman et il s'éloigne de la psychologie d'un homme d'État devenu sans pouvoir et face à la vanité de ce pouvoir. On passe en fait à un duel politique entre deux hommes, entre la vertu et la corruption. On passe au cinéma. Au cinéma, il faut qu'il y ait un scénario qui fasse place à quelque chose de simple, à une quête simple, à un combat simple. C'est un peu comme dans le western, si on veut toucher un très large public. Et donc, on voit bien que à la psychologie très approfondie de Simenon qui regarde un être humain ayant eu beaucoup de pouvoir face à la vanité de celui-ci quand il n'en a plus et qu'il va mourir, et donc s'interrogeant sur la condition humaine et la vanité du pouvoir, on est passé à quelque chose qui est un duel politique entre la vertu et la corruption. Ça n'a rien à voir avec le roman. Et dans le roman, la corruption n'est pas combattue. Ce qui compte, c'est le renoncement au pouvoir et l'acceptation du renoncement au pouvoir. On voit bien que Georges Simenon s'intéresse avant tout à cet aspect de la psychologie et pas à l'aspect politique, alors que le film va tirer les choses vers le contexte plus politique et en particulier à l'action politique qui est plus sujette à faire adhérer un public parce qu'il se passe quelque chose. Le président de Simenon, il dort dans son fauteuil, au cinéma, le spectateur aussi. Donc, alors que s'il y a des grandes scènes avec de grands discours, des joutes oratoires,
avec des personnages un peu bretteurs, quelque chose comme dans le film Ridicule, qui s'inspire d'ailleurs de cette grande tradition française de l'atticisme à l'époque de Louis XIV, du combat verbal, qui remplace le combat à l'épée chez les nobles, et qui donnera la grande diplomatie française. On est dans quelque chose qui va de la politesse française à la politique. Donc, et là, on revient donc à cet aspect. Le président incarné par Gabin n'est donc pas le vieillard sans influence voulu par Simenon. Gabin-Beaufort fait renoncer Chalamont à la présidence du Conseil. Conscient de se suicider politiquement, le personnage prononce son discours où il dénonce les conflits d'intérêts des parlementaires. Ce discours est donc absent du roman, mais c'est un morceau d'anthologie pour Jean Gabin, pour qui Audiard taille une stature aux mesures de l'imaginaire social autour de Clémenceau, comme il l'a expliqué, et des joutes parlementaires en général. Il lui offre un morceau de bravoure, que Verneuil va couper un peu, parce que Gabin a du mal à retenir tout le texte, il a aussi du mal il a peur, Gabin. Il ne faut pas oublier que Gabin, avant-guerre, c'est le Gabin du jour se lève, c'est un jeune premier, il revient traverser du désert, il a les cheveux blancs, il a attrapé les cheveux blancs d'une journée lorsqu'il était dans les chars à combattre, et donc il a un peu épaissi. Il lui faut un certain temps, à partir des films de Maigret, pour devenir un personnage plus embourgeoisé, mais toujours avec un mélange d'autres choses. Il est embourgeoisé, mais pour se faire pardonner de ne plus être l'égérie de 36, il est du côté du redresseur de tort. Il est Maigret, qui sauve des situations de personnes qui ont été victimes. Et de même façon, là, il devient, c'est l'apogée de ce cycle de reconversion de Gabin plus embourgeoisé, il devient même président. Et c'est le dernier film qui va clore ce cycle de retour de Gabin sous cette forme. Et il reprend sa place dans le cinéma. Bon, en plus, il est un peu tricard dans le cinéma, Gabin, parce qu'il a vraiment été combattre, alors que beaucoup de ses amis ont travaillé pour la Continentale, sont allés serrer la main en Allemagne à des personnages peu recommandables. Il y a les photos, René Château, cinéma français sous l'occupation, c'est assez désespérant à voir, mais voilà, ça fait partie de l'histoire. Et Gabin, quand il revient, comme lui, il a été plutôt du bon côté et qu'il ne fait pas partie donc des plus nombreux, contrairement à ce que l'historiographie essaye parfois de raconter, il est un peu tricard. Il est comme le général de Gaulle ou comme Georges Clemenceau. Il a trop bien réussi dans la vertu pour ne pas déranger ceux qui préfèrent être dans les zones un peu grises, on va dire. Voilà. On pourrait donc retrouver aussi, par le ton pamphlétaire de ce grand discours qui a été écrit pour Gabin, le goût de la rhétorique de bretteur de Clemenceau. Quand on sait le goût de Clemenceau pour Démosthène, et qui était l'auteur des Philippiques, fameuses diatribes antiques contre Philippe de Macédoine, à l'origine du pamphlet politique. Et donc ça plaît à Audiard, ça plaît à Gabin, et puis ça plaît en général cette façon d'apostropher et de faire tous les grands discours qui, depuis l'Antiquité, émaillent à un moment ou à un autre l'histoire. Ça plaît à être lu et à être mis en scène. La preuve ultime que Clemenceau inspire, mais que le personnage d'Émile Beaufort n'est pas Clemenceau, c'est cette image qu'on trouve au début du film. Avec son médecin qui lui fait sa piqûre dans sa chambre, Émile Beaufort, Jean Gabin, disserte sur la postérité. Sa postérité, celle de son médecin qui aurait été le médecin de quelqu'un qui est entré dans la postérité. Non sans une certaine ironie, bien évidemment, et c'est assez savoureux. Je vous invite à le re-regarder. Et il regarde qui ? Son mentor, Georges Clemenceau, qui a sa photo dédicacée, affichée dans la chambre d'Émile Beaufort. Donc si Émile Beaufort était Clemenceau, à quoi bon aurait-il la photo de lui-même, qu'il se serait à lui-même dédicacé ? On change de genre, c'est plus du tout le même film. On entre dans quelque chose qui est beaucoup plus pathétique. Et donc l'archétype de l'intégrité et de l'engagement patriotique, c'est Clemenceau. Et si on grossit, on voit la fausse dédicace, il faudra qu'un jour je me la fabrique pour me la mettre dans mon bureau, à mon jeune ami Émile Beaufort, je mettrai Jérôme Lucchini à la place, Georges Clemenceau. L'imaginaire populaire autour de Clemenceau participe sans doute d'un modèle qui permet d'ancrer dans l'histoire civile
après la figure du chef de guerre, la figure par exemple du général de Gaulle devenu président de la République. On voit bien que le film surfe sur l'actualité et qu'il nous ramène toujours à cette confusion, et à cette confusion en allant chercher le connu pour justifier l'inconnu. Parce que le général de Gaulle, le président de la République, le public ne sait pas encore ce qu'il vaut. Il vient de commencer. Et donc on lui crée un bagage qui lui est connu. C'est un des grands principes de l'information, un de ses paradoxes. Si vous voulez que quelqu'un suive une information, il faut du connu dans l'inconnu. S'il n'y a que de l'inconnu, les gens zappent. S'il n'y a que du connu, ils zappent aussi. Donc il faut un peu de connu dans l'inconnu pour simplement capter l'intention et la retenir. Donc c'est un des vrais paradoxes, mais c'est comme ça que fonctionne le journal télévisé, par exemple. Sur Émile Beaufort, on entend il y a gauche et gauche. Donc je n'ai pas résisté, peut-être par collusion avec l'actualité, à m'amuser, à moi faire mon Michel Audiard. C'est dans le film. Il y en a 150 ans et deux, hein. Tu m'enlèveras pas de l'idée que si l'anglais est là, c'est pour demander aux vieux de revenir. Pourquoi? Pour sortir des impasses. Parce qu'on y est dans les impasses. Et puis peut-être aussi pour emmerder les Russes. Je sais que ça leur fout aux Russes. Beaufort a toujours été de gauche. Il y a gauche et gauche. Oh. S'ils sont enfermés tous les deux, c'est qu'ils ont des choses à se dire. Quelles sont? Ça, c'est le début du film. Quand le Premier ministre anglais va rendre visite privée, voilà, qui d'ailleurs, si on cherchait un peu, ressemblerait plutôt à la rencontre de Konrad Adenauer avec le général de Gaulle à la Boisserie. Donc vous voyez qu'on a les images d'actualité qui viennent se superposer là encore. Et bien évidemment, on trouve toujours ce glissement de la gauche vers une forme d'anarchisme qu'on définirait de droite chez Audiard ou chez Jean Gabin. Bien que Jean Gabin ait toujours dit qu'il ne votait pas, ce que dans une interview son fils a démenti, il dit « mon père allait voter, mais aux journalistes il disait qu'il n'y allait pas parce que ça faisait partie du personnage ». Et puis il y a cette citation qui est dans un film qui s'appelle « Mort d'un pourri », qui est dite par Alain Delon. « Les deux fléaux qui menacent l'humanité sont le désordre et l'ordre. La corruption me dégoûte, mais la vertu me donne le frisson. » C'est pas inintéressant de terminer sur ce genre de choses. Je voudrais remercier à la Fondation, adresser mes remerciements à la Fondation, son président Jean-Noël Jeannet pour leur confiance, à Lise Lantignac, l'administratrice du musée, pour son travail documentaire et ses prescriptions au travers de son précieux accompagnement éditorial aussi exigeant que bienveillant. Au soutien de Jacqueline Sanson, secrétaire générale de la Fondation, et de Sylvie Brodiac, notre vigie scientifique, et pour leur relecture indispensable autant que savante. On apprend toujours des choses à être bien relu. Et à Éric Leroy, mon co-commissaire qui est présent, avec lequel ça a été vraiment un plaisir d'échanger, de travailler dans la complémentarité, le partage et l'amour du cinéma. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jérôme. Ben voilà, maintenant on sait que Gabin n'était pas Clémenceau, le président. Je devais être déçu. Hein. Vous allez voir le film maintenant d'une autre manière, j'en suis persuadée. Ouais. Il passe souvent à la télé, hein, sur C8 généralement. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Jérôme Lucchini? J'ai une question sur le film, justement. Enfin, sur le film que j'ai revu ce week-end, pour l'occasion. Et c'est une question multiple, en fait. La première, c'est quand vous parliez tout à l'heure de Jean Gabin en incarnation de Clémenceau, sur le choix du port de la moustache. Est-ce qu'on sait si c'est un choix de Simenon, de Verneuil ou un choix de Gabin? C'est ma première question. Ensuite, dans les analogies à Georges Clémenceau, j'ai trouvé moi qu'il y avait la scène où il se promène avec son chauffeur, un peu comme Clémenceau qui se promène avec son chauffeur, et où il est donc à pied, et où il passe près de paysans qui sont en train de ramasser de la betterave. Et ça m'a fait un peu penser aussi à la scène du film qu'on a pu voir la semaine dernière, où Clémenceau, à Jars-sur-Mer, est très proche aussi des gens de son pays. Et ma troisième partie de question, c'était quand vous évoquiez le fait que, j'ai pas lu le livre, que dans le livre on se dirige vers la mort de Beaufort, où en fait je me disais dans le film, il y a plutôt la mort d'un de ses amis d'enfance qui est toujours en train de l'appeler et qui est toujours à l'article de la mort. Et est-ce que cette scène existe dans le livre, ou est-ce qu'il n'a pas transvasé
un peu la mort de Beaufort dans la mort de cet ami. Alors, pour répondre à la première partie qui est le costume, la moustache, effectivement, il y a la cape, on le voit avec les arbres, la démarche, marchant dans la terre, Oui. c'est Clémenceau dans les tranchées, c'est Clémenceau qui se promène. Je pense que c'est plutôt Jean Gabin qui choisit aussi cette chose-là. Ça, c'est une grande vedette, hein, Jean Gabin, donc il a ses choix, il impose même son scénariste favori, donc ça tombe bien parce que ils ont signé pour 3 films avec Jacques Barre pour faire ce président. Mais Jean Gabin, comme je vous l'ai expliqué au début, il a ce rapport à Clémenceau. Il a vu Clémenceau au cinéma. Et donc, quand il cherche à se mettre dans la peau d'un président, c'est ça qui lui vient, parce que pour lui, un président, c'est Georges Clémenceau. Et donc, il va aller chercher ces éléments de costume, de démarche, la moustache, et on sait qu'il aimait Clémenceau, et Audiard le dit, j'ai choisi Clémenceau comme on choisit une forme pour y mettre un costume. Voilà, donc c'est cette forme de président, c'est pas Georges Clémenceau en tant que personnage historique, c'est Georges Clémenceau en tant que figure de président, en tant qu'archétype qui est choisi, et on y retrouve ces éléments vestimentaires ou de moustache. Pour la partie qui concerne le fait de croiser et d'être dérangé constamment par son ami, alors c'est très différent dans le roman et dans le film. Dans le roman, il s'agit de montrer qu'un grand homme a des failles. Et dans le roman, le personnage du président a trahi l'homme qu'il appelle, qui va mourir, et qui est un ennemi juré du président. Parce que sa vie a été complètement brisée par le fait que lorsqu'ils étaient à l'école, enfin au collège je crois, ils ont fait un canular, que seul son ami s'est fait prendre et qu'il ne s'est pas dénoncé, que lui a continué une carrière, que l'autre s'est fait virer de l'établissement et que sa vie a basculé. Voilà. Donc on est dans le fait que derrière chaque grand homme, il y a aussi des failles, des choses affligeantes. Il y a voilà. Et donc on est bien dans le côté crépusculaire. Émile Beaufort, mourant dans le livre, enfin le président mourant dans le livre, se retrouve face à sa conscience. Dans le film, ça n'est pas ça du tout. C'est le personnage qu'on évoque, c'est un personnage qui lui demande une intervention, et on renforce l'intégrité du président, qui le lui refuse. Qui lui dit, bah non, ce que tu me demandes, c'est d'intervenir pour te faciliter la tâche alors que tu es en conflit d'intérêt dans tel truc. Et je te le refuse. Donc l'autre ne l'aime pas, mais c'est encore le côté positif d'Émile Beaufort qui est renforcé. Donc c'est très différent. Mais on se sert de ça. Il y a plein de choses qui sont prises dans le roman, en particulier toutes les scènes qui racontent le quotidien, la vie quotidienne. L'histoire de la petite bonne qui a demandé sa journée de congé, et que ça choque Madame Millerand, qui trouve que quand même elle y va un peu fort de lui demander sa journée de congé, tout ça pour aller voir son coquin, et lui dit non, elle dit qu'elle est un peu comment dire, voilà, irrévérencieuse, etc. Il dit non, si elle avait été irrévérencieuse, Millerand, elle m'aurait demandé sa journée pour aller se faire sauter. Donc, et là, Millerand, elle n'ose pas dire quoi que ce soit. Mais donc, il remet les choses, une fois encore, c'est un personnage qui remet les choses à leur place, et on a un Émile Beaufort qui est certes âgé, mais Gabin joue un personnage énergique, un personnage qui reprend du service pour remettre les choses dans le droit chemin. C'est ce qui fait que quand on pense que Audiard, parce que ça a été très décrié ce film, outre qu'il était ringard, etc., enfin bon, plein de choses, on a dit de Audiard qu'il était populiste, enfin on n'a pas été jusqu'à le dire, mais on suggérait que c'était poujadiste. Et quelque part, on fait référence aux Tous pourris de Maurice Barrès. Mais dans le film, ce n'est pas tous pourris, hein, puisque c'est le contraire qui se passe. S'ils étaient tous pourris, le pourrissement l'aurait emporté. Or, c'est le contraire qui se passe. Simplement, il y a la lucidité chez Audiard, à cause de la Libération, qui a montré que l'on lui a tendu des femmes qu'il connaissait, etc., comme d'autres ont connu ça.
comme Gabin a vu des gens qui n'avaient pas été particulièrement résistants ni combatifs contre l'occupant rester en place au cinéma pendant que lui était évincé, il y a, sinon un ressentiment, en tout cas, le sentiment que ce n'est pas forcément d'être juste qui permet de réussir, il y a des choses qui sont... Puis après, il y a des choses qui sont plus compliquées, puisque vous savez bien que quand on regarde cette histoire, ces histoires de période trouble, c'est toujours facile, assis ici, en temps de paix, de juger de l'attitude des personnes et de croire que un tel a été un collaborateur, un tel, etc. Les gens qui faisaient du renseignement pour la résistance, comme couverture, le mieux c'était d'être plutôt bien vu de l'autre côté. Ils ne se prenaient pas avec un brassard super résistant comme dans les films comiques, hein. C'était pas ça. Et donc l'aspect est gris, les zones sont grises, et il y a des gens qui ont été de vrais résistants, tout en étant en apparence corrompus. On évoque souvent François Mitterrand et son travail avec Vichy. Mais François Mitterrand à Vichy, le fait qu'il reçoive la Francisque, il y a un ordre qui est donné, on a les traces de cet ordre par des gens de la résistance. Hein. Et il n'est pas le seul à être amené à le recevoir parce que ça sert le renseignement et qu'il était vraiment dans la résistance. Si tant est qu'il y ait des crimes à lui reprocher, ce serait plutôt d'avoir été le ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie, qui a à son actif eu le plus de personnes qui ont eu la tête tranchée. Il s'est rattrapé en supprimant la peine de mort après. Mais bon, si on cherche dans la vie des grands hommes, les hommes politiques qui ne se trompent jamais, comme dans la citation qu'il y avait tout à l'heure, la vertu, ça peut donner le frisson quand elle doit être absolue. Il faut se méfier de vouloir que tout soit parfait. Enfin, en tout cas, moi, je m'en méfie beaucoup. Supporter que les choses soient imparfaites au point de se dire, bah, laissons faire, non plus. Mais qui d'entre nous peut s'assurer d'avoir toujours été parfait, consciemment ou inconsciemment? Donc, il y a un moment donné, il faut quand même garder une certaine distance par rapport à la quête d'absolu dans la quotidienneté. Sinon, on entre très très vite dans des régimes qui sont peu recommandables, dans lesquels d'ailleurs les gens ne sont pas parfaits non plus. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, sur le livre de Simenon, et alors, il date de quelle année? Et ensuite, est-ce que Simenon a donné son point de vue sur qui était le président pour lui, enfin, qui incarnait le personnage historique? Il est Simenon, Clémenceau est présent. Il est présent. Ça n'est pas que Clémenceau, mais Clémenceau est présent. Ensuite, il n'a pas forcément donné son avis, mais on a trace d'une chose qu'on n'a pas retrouvée avec Eric, qui est un documentaire qui a été tourné en Suisse autour de l'écriture du président pour montrer comment travaille, comment il s'appelle, Georges Simenon. Et il y a même Michel Simon qui lit le personnage pour illustrer du président. Simenon écrit cela juste avant. Il écrit ça il écrit ça assez rapidement. J'ai noté en combien de temps. Je crois qu'il. Dans quelle année vous l'avez écrit? Je crois que c'est 56, quelque chose comme ça. Il a écrit ça. Voilà, je vous retrouverai exactement la date. Je ne peux pas vous dire de bêtises, mais il a écrit ça peu de temps avant. Et il a écrit ça, c'est toujours très surprenant, en 7 jours. Voilà, donc il l'a écrit en 7 jours. Et il l'écrit, et le personnage est crépusculaire parce que c'est la méthode de psychologie des romans durs, hein, de Simenon. C'est un écrivain de l'ambiance, Simenon, c'est un immense écrivain, souvent relégué au récit de gare. Enfin, les gens qui disent ça devraient essayer d'écrire 3 phrases de Simenon pour commencer un roman et qu'on ait envie de mettre son parapluie et de se couvrir parce qu'il fait frais, même si on est en train de le lire en plein été, parce que c'est ça Simenon, c'est très épuré, très simple, et il écrit ça parce que on est dans la crise de régime, on est dans les crises de régime qui se succèdent, on est vraiment dans la fin d'un monde. Et il est en Suisse, il voit ça, et pour lui, et sinon aussi a un rapport à ces désabusés à la Seconde Guerre mondiale.
parce qu'il a été un petit peu embêté, alors qu'il n'a pas collaboré, mais enfin il n'a pas pris position. Et puis il a vécu la Première Guerre mondiale, lui, Simenon, l'occupation allemande en Belgique, ce qui est la différence avec Michel Audiard. Et donc il a un regard sur aussi toutes ces périodes dans lesquelles il y a des occupations, il y a des gens qui essayent de survivre avec toutes les avanies que cela comporte, les horreurs qui se produisent. Et bien évidemment, quand enfin moi qui ne les ai pas vécues, je peux parler de cela avec d'autant plus de distance, mais ceux qui ont assisté aux choses en sont généralement touchés profondément, bouleversés, parfois traumatisés. Et donc c'est la différence entre le témoin et celui qui historiquement regarde avec la douceur, entre guillemets, de ne pas être, d'avoir été confronté aux choses. Voilà. Je réponds à peu près. Une autre question. La dernière. Je ne sais pas si vous avez lu la critique de Jean Baroncelli du Monde sur le président. Je m'en souviens. Il avait cité beaucoup d'hommes politiques, dont c'était inspiré de Vernon, et il avait cité Paul Boncourt en particulier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il avait cité bien sûr Clémenceau et Brillant en premier. Un petit peu aussi Rio également. C'est vrai, sur intérêt pour des choses très précises. Et également Paul Boncourt. Alors, je chercherai. Oui, voilà. Vous me donnez une piste nouvelle, je chercherai. C'est vraiment très, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres films, je dirais, qui sont dans cette même veine et qui mettent en scène un président de la République avec une aussi forte personnalité, je dirais aussi bien réussi? Ça va être des films ou des téléfilms beaucoup plus récents. Il y a eu un film sur Nicolas Sarkozy, il y a des films, la série Baron Noir, où vous voyez bien comment fonctionne le pouvoir, les coulisses du pouvoir. Les personnalités politiques disent que c'est assez proche de la réalité. Donc, En plus des téléfilms. oui. Il y a eu quelques films quand même, Ouais. dans les années 60, 70, des comédies notamment. Voilà, c'est ça. Le cinéma aussi. Il y a des films avec Les œufs brouillés. Les œufs brouillés, voilà. Donc le truc aussi avec Michel Serrault, où il est candidat à l'élection et qu'il parle avec, c'est vraiment La gueule de l'autre. la gueule de l'autre, voilà. Donc Il y a le bon plaisir aussi. le bon plaisir. Mais ce sont plutôt que des comédies qui essayent de montrer qui sont souvent plus satiriques. Il y a aussi le Promeneur du Champ de Mars sur François Mitterrand avec le magnifique, extraordinaire Michel Bouquet qui ne singe rien, qui s'absente comme l'enseignait Jouvet, qui se met en retrait et au bout de 3 minutes, tout le monde voit le François Mitterrand qu'il veut voir. Il crée cet espace. C'est vraiment... on est dans un autre type de jeu et d'incarnation. Donc de la construction du personnage. Mais il y en a très peu. La France n'est pas un pays où on traite les affaires politiques immédiatement. Vous voyez bien d'ailleurs à quel point déjà quand quelqu'un évoque quelque chose, tout le monde est tout de suite attaqué. C'est pas la même liberté d'expression sur ce sujet qu'aux États-Unis.